Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on part explorer un univers qu'on croit connaître par cœur, parce qu'on l'utilise tous les jours, mais qui cache en fait pas mal de secrets. Je parle bien sûr du monde numérique. Et c'est la question qui va être notre fil rouge. L'idée, c'est vraiment de soulever le capot ensemble et de jeter un œil au moteur du web, pour enfin piger ce qui se trame derrière nos écrans. Alors, on est parti pour découvrir l'envers du décor? Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par ce qu'on connaît le mieux, l'utilisation qu'on fait d'Internet au quotidien. Alors, la porte d'entrée vers cet univers, notre fenêtre en quelque sorte, eh bien c'est le navigateur. On pense tout de suite à Chrome, Firefox ou Microsoft Edge bien sûr. C'est vraiment l'outil de base, le sésame pour aller se balader en ligne. Et avec ce navigateur, qu'est-ce qu'on fait au juste? Eh bien, à peu près tout en fait. On apprend, on s'éduque, on achète, on vend, on écoute de la musique, on gère ses mails, on réserve des places de concert. C'est simple, le web est devenu un prolongement de notre vie. Mais attendez, comment on passe d'une page à l'autre aussi facilement? C'est presque magique, non? Eh bien, cette magie, elle a un nom, l'hypertexte. Ce sont ces fameux liens, souvent en bleu et soulignés, qui permettent de sauter d'une info à l'autre d'un simple clic. C'est ça, la fameuse toile d'Internet. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment c'est fait concrètement? Allez, il est temps de passer de l'autre côté du miroir. On va jeter un œil dans les coulisses, là où le code donne vie à tout ce qu'on voit. On a tous déjà vu ça. On clique sur un bouton et hop, quelque chose change sur la page, mais sans qu'elle se recharge entièrement. C'est fluide, c'est rapide. Eh bien, très souvent, le responsable, c'est JavaScript. C'est lui, le moteur qui rend les sites interactifs, qui transforme une page statique en une véritable application. Alors, pour faire simple, il y a deux grandes familles de langages. Les langages compilés. Imaginez qu'on construit une voiture entièrement à l'usine. Elle arrive, elle est prête à rouler, point. Les langages interprétés, comme JavaScript, c'est différent. C'est comme si le navigateur recevait le mode d'emploi et les pièces et qu'il assemblait la voiture instruction par instruction, sur le champ. C'est cette spontanéité qui est géniale pour le web. Là, pas de panique, on ne va pas faire un cours de code. Mais regardez cette ligne. C'est ce qu'on appelle une boucle. En gros, ça dit à l'ordinateur, tant que ce chiffre est plus petit que 10, continue d'ajouter 1. C'est tout bête, mais c'est le cœur de l'automatisation. Avec une instruction aussi simple, on peut faire des tâches répétitives des millions de fois en un clin d'œil. Bon, toute cette technologie, c'est fascinant, mais ça a aussi son côté sombre. Toute cette complexité, ça crée des failles. Il est donc temps d'aborder les dangers cachés du web. En cybersécurité, on parle souvent de la triade CIA. Non, rien à voir avec les espions. Ça veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité. En gros, la confidentialité, c'est pour que l'info reste secrète. L'intégrité, c'est pour être sûr qu'elle n'a pas été trafiquée. Et la disponibilité, c'est pour qu'on puisse y accéder quand on en a besoin. Tout l'enjeu de la sécurité, c'est de protéger ces trois piliers. Une des menaces les plus connues, c'est l'injection SQL. Pour comprendre, imaginez que la page de connexion d'un site est un portier. Au lieu de donner votre nom, on lui glisse un petit bout de code malin dans l'oreille, et ce code lui ordonne de laisser entrer par la grande porte sans vérifier qui que ce soit. C'est ça, l'injection SQL. On trompe la base de données pour qu'elle exécute nos propres ordres. Et voilà un exemple concret, tout droit sorti d'un labo de hacking. Ce petit bout de texte, l'air de rien, quand il est inséré au mauvais endroit, eh bien il se transforme en une instruction pour la base de données. Ici, il lui dit carrément de créer un nouvel utilisateur et de le connecter. C'est d'une simplicité terrifiante et les dégâts peuvent être énormes. Autre grand classique des attaques, le cross-site scripting ou XSS. Là, la technique est encore plus vicieuse. L'attaquant ne s'en prend pas directement au site. Il s'en sert comme d'un appât. Il va injecter son code malveillant dans une page qui a l'air tout à fait normale. Et c'est le navigateur des visiteurs qui va exécuter le piège. C'est une attaque qui repose sur la trahison de la confiance. Et dans le XSS, il y a deux grandes catégories. D'abord, l'attaque dite reflétée. C'est un piège tendu via un lien. Il faut que la victime clique dessus pour que ça marche. Et puis, il y a la version persistante, beaucoup plus dangereuse. Là, le code malveillant est carrément stocké sur le site, genre dans la section commentaires. Et tous ceux qui visitent la page sont touchés. C'est une vraie mine numérique qui attend ses victimes. Bon, on a vu les dangers. Ça fait un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se protéger. Alors, comment on fait pour se construire un bon bouclier numérique ? Le premier rempart, la base de la base, c'est le mot de passe. Les règles, on les connaît, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Il faut qu'il soit long, compliqué, qu'il mélange des lettres, des chiffres, des symboles et surtout qu'il n'ait rien à voir avec le nom du chien ou sa date de naissance. Et s'il vous plaît, on oublie le post-it sur l'écran, d'accord? Et s'il y a une seule règle à retenir, c'est celle-ci. Ne jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Jamais. Pourquoi? Parce que si un seul de ces sites se fait pirater, c'est la porte ouverte à tous les autres comptes.
C'est un effet domino et ça peut très très mal finir. Ensuite, bien sûr, il faut s'équiper. On a 2 outils essentiels. L'antivirus, c'est un peu le médecin de l'ordinateur. Il scanne, il détecte les virus et autres cochonneries et il les met en quarantaine. Et puis, il y a le pare-feu, le firewall. Lui, c'est plutôt le videur à l'entrée de la connexion Internet. Il filtre ce qui entre et ce qui sort et il bloque tout ce qui lui paraît suspect. Les deux sont indispensables. Et attention, la protection ne s'arrête pas à l'ordinateur. Le réseau Wi-Fi à la maison, c'est une autre porte d'entrée potentielle. Il faut absolument qu'il soit bien sécurisé. Ça passe par un bon protocole de cryptage, comme le WPA2 ou mieux encore le WPA3, et bien évidemment par un mot de passe bien costaud pour s'y connecter. Et voilà, notre petit tour d'horizon est terminé. L'idée, c'était de passer du statut de simple utilisateur à celui de citoyen numérique un peu plus conscient de ce qui se passe. L'analyse s'arrête ici, mais la vigilance, elle, doit continuer. Je termine donc avec une question pour la route. Est-ce que la perception du web a un peu changé après tout ça ?